PoliciCure, épisode sur l'actualité au 14 juin 2026, enregistré le 15 juin 2026. Encore tout à fait top, mais bon, bref, il y aura des excuses que vous allez voir pour comprendre plus tard pourquoi ce délai particulier-là. Je commence justement, parce que je teste des nouveaux méthodes d'itinérance. J'ai aucune idée de la qualité du son qui va sortir de ça. Fait que pardonnez-moi si c'est pas bon, sinon ça deviendra peut-être le moyen permanent de faire ça quand je suis en mobilité. Question de réduire ma masse quand je me déplace pour faciliter mon transit et réduire mon empreinte carbone le plus que je peux. Fait que, bref, ça, je suis en itinérance. Donc, le premier volet, puis ça, j'avais promis à Michael Lavrov sur LinkedIn dans une réponse sur mon processus ou mon workflow associé au podcast. Et ça explique aussi d'ailleurs pourquoi j'ai de la difficulté cette fois-ci sur la sélection des articles que je vais faire et l'ensemble du workflow. Essentiellement, ce que je fais comme workflow, c'est que j'ai un logiciel qui s'appelle Tapestry sur Mac et iOS qui me permet d'y inscrire des comptes Mastodon, Blue Sky, RSS, YouTube, etc. J'ai une soixantaine-ish de comptes que je suis comme ça, qui sont des générateurs de nouvelles ou qui participent à des nouvelles, soit des articles, soit des publications standards comme Arsenica, Wired ou d'autres types comme ça formels, ou des choses des blogs ou que je suis comme Corbin par exemple, qui sont des choses que je suis. De ça, pendant la semaine, j'accumule ces articles-là, j'ai marque dans l'application. Et le dimanche, essentiellement, je prends et je déroule ce que j'ai. En général, je me tourne autour de 150, 160 articles qui ont été tagués dans la semaine, que les titres m'ont paru intéressants et arrive ensuite la sélection suivante. Ce qui arrive cette semaine, c'est que j'ai eu 270 articles qui ont sorti de cette affaire-là. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps digérer l'ensemble de cette information-là, ce qui explique un peu le délai dans lequel on est présentement. Mais essentiellement, c'est ça. Donc, à partir de là, et pour répondre spécifiquement à la requête, comment je fais pour filtrer le bon du mauvais, j'ai commencé en septembre dernier à faire cet épisode-là sur l'actualité. Au début, j'avais ouvert les bras bien grands sur beaucoup de sources d'informations qui est disponible en français et en anglais. Et avec le temps, j'ai commencé à filtrer. Notamment à filtrer les sources qui ont tendance à être dramatiques dans le titrage des articles, ont tranquillement disparu de mon fil standard, puisque c'est un peu tannant de devoir tout le temps essayer de filtrer le drame de la réalité de ce qui est par rapport à ça. Fait que déjà là, je sélectionne mes sources d'informations en conséquence d'éviter des titres qui sont dramatiques et qui sont très éloignés de la réalité, si on veut. Fait que donc, déjà là, j'ai fait première étape de filtrage. La deuxième étape de filtrage, au début, j'étais un peu moins doué puisque quand tu commences, tu n'es pas toujours très, très à l'affût. Et ensuite, avec le temps, tu prends de l'expérience sur le fait de décoder rapidement dans le titrage des articles, ceux qui sont dramatiques ou ceux qui se rapprochent le plus de la réalité. Et ensuite, on avance avec ça. Ce qui fait que tranquillement, je suis capable de déceler rapidement. Et ça, dans ma sélection d'articles que je fais durant la semaine, c'est essentiellement ça que j'exécute. C'est-à-dire que j'analyse ou je prends les titres qui me semblent pas trop dramatiques et je l'applique aussi à mon expérience professionnelle. Fait que ça, j'ai un avantage ayant 30 ans d'expérience dans le domaine. Je suis capable de comparer le titre par rapport au réel. Fait que si j'ai un titre ultra dramatique, je vais être capable de l'exclure très rapidement parce que déjà, du titrage, il est plus plausible que cet article-là soit réel ou que le titre quelconque lien avec la réalité. Et généralement, ces articles-là vont se recouper beaucoup parce qu'il y a beaucoup de doublons dans ça, puis c'est beaucoup repris par plusieurs athlètes différents. Donc, on est capable de recorroborer par ceux-ci. Donc, ce qui fait que, puis j'en ai même dans l'état actuel des choses, beaucoup d'éléments doublons. Par ailleurs, Tapestry a l'avantage de filtrer une partie de ces doublons-là. Pour moi, plus des règles spécifiques qui me retirent certains mots-clés ou certains regex que je retire automatiquement qui sont retirés avec le temps que je ne traite plus puisque c'est des paywalls que je ne paye pas parce qu'il y en a que je paye, mais je ne les paye pas toutes. Je n'ai pas les moyens de me payer certains journaux américains qui sont excessivement coûteux. Même si leur contenu est super intéressant, mais globalement, j'en paye plusieurs là, comme Wired, Arsenica, 404 et ainsi de suite, là, des petits athlètes que j'aime beaucoup et que je trouve que justement qui titrent correctement leurs articles qui me réduisent mon travail, essentiellement. Fait qu'à partir de là, une fois cette sélection-là est faite,
ou à la fin de la semaine, là, je les passe toutes dans je les ouvre toutes finalement. Et ensuite, je regarde un à un, voir, ensuite je refiltre pour passer de 160, qui est le nombre habituel. En tout cas, j'espère que 260 ne sera pas parce que c'est quand même assez mince. Je réduis ce nombre-là à environ 50 et 60 articles que je retiens. Fait que là, j'y passe. Fait que là, je prends un premier filtre. Je retire tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle et pas la cybersécurité. Ça, je le tasse à côté pour d'autres besoins. Donc, généralement, je réduis autour d'une centaine d'articles juste en exécutant cet esprit-là. Ensuite, juste en regardant rapidement dans l'entête de l'article ou l'introduction, je suis capable de filtrer ou retirer des articles qui ne sont pas intéressants ou qui sont des doublons aussi, parce que des fois, au courant de la semaine, j'oublie que j'ai marqué certains articles, fait que je me retrouve avec des doublons de plusieurs sources différentes qui parlent de la même chose essentiellement. Donc, je réduis comme ça, fait que je filtre jusqu'à réduire jusqu'à un nombre plus petit. Ensuite, le second, c'est que j'utilise la fonction sommarisation dans Apple Safari. Fait que je prends les articles, je fais des sommaires, je fais juste tirer le petit paragraphe. Et à partir de là, je suis capable de savoir si la nouvelle est intéressante et pertinente à ce qui m'intéresse de partager à travers ce podcast. Donc, à partir de là, j'ai là cet élément-là. Pour certains articles, ensuite, je vais juste lire ce sommaire-là, va être suffisant pour être capable de maîtriser l'article puis regarder en diagonale un peu. Certains autres, je fouille plus profondément, surtout les articles de recherche où je dois vraiment beaucoup plus lire pour maîtriser le contenu parce que c'est quand même plus intense et ma seule expérience professionnelle n'est pas suffisante pour patcher ou pallier au fait que je ne lise pas l'article au complet ou en diagonale. Donc, c'est des articles que je lis plus loin. Puis, pour rendu là, je vais réduire à mon nombre à peu près habituel, autour de 50-60 articles qui est fait. Je pourrais potentiellement prendre l'intelligence artificielle pour faire une partie de ce travail-là. Je suis en train d'évaluer ça. Par ailleurs, comme je lis l'article, il faut que je charge l'information en mémoire, dans ma mémoire, dans mon contexte à moi. Et ça me sert aussi pour mon travail de remonter ces informations dans mon contexte. Ça l'aide ma mémoire à moi, ça l'aide ma mémoire. Puis ça me permet de faire de l'inférence avec ces informations-là et de mettre en contexte et me servir professionnel. Je n'ai pas un énorme bénéfice d'utiliser beaucoup l'intelligence artificielle, sauf dans certains aspects, peut-être pour maîtriser, de mécaniser. Donc, de détecter des doublons, par exemple, ou de rassembler ou de réorganiser l'information, mais pour le moment, je n'en ai pas plus que ça. Fait que c'est un peu le cheminement que j'utilise pour créer. Et ensuite, bon, je possède l'enregistrement comme qui est là. Surtout les épisodes d'actualité, je le fais beaucoup plus en itinérance que les autres, ou est-ce que je suis beaucoup moins bien configuré que les autres que je fais en itinérance ou des choses comme ça. Donc, en l'occurrence, je fais beaucoup de tests aussi. Ça me permet de tester la mécanique technique qui est associée à l'exécution des enregistrements, autant au niveau du filtrage, autant au niveau des équipements, des matériels que j'utilise. Dans ce cas-ci, j'utilise tout petit micro qui est le seul jusqu'à présent que je suis capable de fonctionner en mode autonome et qui effectue de base un minimum de filtrage de son. Donc, nettoie ou capte pas les sons d'ambiance trop et ce qui limite le travail à posteriori à ce moment-là. Bref, c'est un peu ça mon workflow qu'il y a. Si vous voulez échanger là-dessus ou vous parler davantage sur cette facette-là, ou peut-être que je n'ai pas creusé suffisamment des aspects qui pourraient vous intéresser davantage, faites-moi signe autant sur les plateformes standards pour justement qu'on puisse peut-être discuter davantage ou que j'en fasse une deuxième passe sur cet élément. Bref, passons au Shameless Plug. 24-25 juin, Troopers. 26-27 juin, le Hack. 30 au 2 juillet, Pass the Sword. 19 septembre, B-Side. 20 au 26 septembre, Brewcon. Le 13 novembre, DEFCON. 16 au 19 novembre, European Cyber Week. 1er au 3 décembre, Forum Cyber Canada. La tech cette année, c'est à Ottawa. Et 24-25 février, Secure à Québec, dans lequel on continue à préparer de très belles choses. Première section de nouvelles sur l'IA. Premier bloc d'informations sur Anthropic, essentiellement, fable ou fiction. C'est un élément, chose que, en tout cas, bref, Anthropic a sorti Fable la semaine dernière, Fable 5, qui est une espèce de suite à Opus, qui est de la famille de Mythos, si on veut, mais qui est plus barré en termes de fonctionnalité, justement, qui vient limiter davantage le fonctionnement à toutes les choses qui pourraient sembler être super critiques. Essentiellement, ça ne règle pas le problème dans le sens où c'est toujours le fondement même de ce que c'est est toujours problématique. Mais en même temps, tout le monde s'est un peu fâché parce que c'est quand même un modèle qui est relativement énormément réduit par rapport à ce qu'on pourrait trouver avec le fameux mythos qu'on entend parler. Donc, ça crée beaucoup de frustration. Mais ces frustrations-là sont envolées assez vite puisque, deuxième sous-section là-dessus, les États-Unis ont bloqué l'accès
à l'extérieur du pays, hallucinant l'export control pour empêcher, dire à Anthropic de ne plus diffuser ou de permettre l'accès à ce modèle-là à toute personne qui n'est pas un citoyen américain. Cet élément-là, il y a eu beaucoup de choses. J'ai mis vraiment beaucoup d'articles dans les show notes que je vais essayer de compresser puis de ramener en des idées assez simples. Essentiellement, c'est l'usage de l'export control, c'est des notions qui ne sont pas nouvelles. J'ai travaillé dans un environnement où l'export control est existant depuis des années et qui est encore présent. Donc, il n'y a rien de nouveau dans pour moi, cet élément-là. Quand on parle de souveraineté, oui, mais non, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il y a une certaine divagation sur le côté souverain par rapport à ce que l'export control est vraiment. Et cet élément-là est vraiment dans un contexte militaire très particulier, qui n'est pas dans ce cas-ci. Donc, il présente une menace militaire aux Américains. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là. Fait que c'est pas un contexte souverain, c'est vraiment un contexte militaire dans lequel on apporte. Je trouve ça très important qu'on amène dans la conversation publique le fait que c'est de l'export control. Et on mériterait de mieux l'expliquer qu'est-ce que l'export control et comment ça fonctionne. C'est un domaine en soi. Je pense que j'ai essayé de me trouver quelqu'un avec qui je vais essayer de parler de ce sujet-là spécifiquement, mais il est très intéressant, il est très subtil et il est très particulier d'usage, notamment par des choses qui sont dual use, ou en tout cas, un paquet de vocabulaire qui est spécifique à cette notion. C'est ça qui est arrivé dans l'occurrence, c'est que le gouvernement américain a pris panique et a invoqué l'export control, la règle d'empêcher l'exportation, l'utilisation à l'extérieur du pays. À une certaine époque, les chiffrements étaient de ce contrôle-là. C'est pas nouveau dans l'usage en informatique. Ça a été abaissé parce que, bon, bref, parce que le chiffrement était considéré comme une arme. Donc, essentiellement, ce que ça vient de signaler, c'est que l'intelligence artificielle est considérée comme une arme pour le gouvernement américain. Donc, il faut le considérer que c'est dans la sphère militaire dans laquelle on se trouve en l'occurrence. Donc, il y a cet élément-là. Fait que c'est très intéressant. Ça va changer un peu la réflexion. Tu sais, ou accélérer en tout cas, la réflexion sur la militarisation de l'usage comme le nucléaire par rapport à ce qu'on doit aborder avec l'intelligence artificielle. Donc, ça va amener, ça va changer le débat de place. Puis je trouve ça très, très intéressant que ça l'amène comme ça. Ça, c'est une chose. Le fait, autre que le gouvernement s'en prenne spécifiquement à Anthropic, quand d'autres modèles ont des capacités équivalentes, ça ne fait que rappeler que le gouvernement américain est en chicane avec Anthropic pour le fait que celui-ci semble ramener une ligne rouge. Et bref, ils sont un peu en chicane de ce côté-là, même s'ils sont encore en justice, puis ils sont en train de se résoudre, mais ils sont quand même en forme de chicane par rapport à ça. Et la panique a pris sur le fait que AWS aurait trouvé, ou Amazon aurait trouvé une façon de contourner les guardrails de Fable au point où c'était vraiment critique et d'une très, très grande gravité. Donc, essentiellement, c'est ce qui est arrivé. Et là, la chronique, il semblerait, ce qu'Anthropic dit, c'est qu'il semblerait que ce contournement-là, il est mineur, il est très spécifique et très étroit. C'est toujours des paroles, parce que là, on sait qu'Anthropic est en garde-mots avec le gouvernement américain, mais il reste très intéressant de voir ça, comment s'exprimer, comment tout ça va continuer à se passer, comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. J'ai plus l'impression dans les prochains jours, comment tout ça va se changer. Pour ceux qui avaient déjà basculé sur Fable, ben là, sachez que ces modèles-là sont soumis maintenant à l'export control. Et comme toute matière en export control, informez-vous parce que ça a des conséquences. Et donc, dorénavant, tout ce qui est intelligence artificielle va vivre sous le spectre de l'export control. Donc, vraiment, ça vient changer la réflexion. Puis, c'est pas une réflexion souveraine, c'est vraiment une réflexion d'export control. C'est pas le même régime légal dans lequel on vit. Donc, bref, c'est intéressant. Je trouve ça particulier bref, j'apprécie que ça arrive dans l'espace public, qu'on puisse parler de façon ouverte de ce genre de choses. Fin de cette section-là. Arrêtons de fabuler sur tout ça et continuons. Poursuite contre ChatGPT pour le fait que le modèle n'arrête pas les gens qui sont en crise, donc finalement finit par se faire convaincre et finalement finit de convaincre la personne de se suicider. Donc, poursuite. On est vraiment dans cet univers-là. Je trouve important de le ramener parce qu'on est dans un univers où on ne contrôle pas cette technologie-là. Fait que c'est très important que les mécaniques, du moins américaines, soient en place pour venir diriger correctement le chemin pour que les guardrails soient mis en place correctement. Zcash, une IA, trouve une faille. Essentiellement, c'est une crypto-monnaie qui nous permet une faille dans le mécanique qui permet de faire des transactions non tracées, non autorisées.
Et il n'y a aucune façon de savoir à quel point c'est vrai, fait que ça a été utilisé. Fait que c'est un peu aussi, toutes les crypto-monnaies sont un peu ébranlées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Papier de recherche sur le fait d'extraire des vulnérabilités récurrentes sur du code généré par du IA. Fait qu'on est en train de trouver à ce moment-ci des patterns de code vulnérables créés par le AI. Donc, ça va faciliter les attaquants si on ne remédie pas ce genre de choses-là. Fin of All, il y a une étude, puis je suis super intéressant, c'est pour ça que je l'ai gardé parce que je n'avais vraiment beaucoup de papiers de recherche cette semaine sur les tests qu'on fait dans des choses open web, sur le fait de la spécialisation dans des langues comme l'ukrainien ou le russe, par exemple, et comment les modèles vont réagir à la désinformation et par rapport à ces éléments-là. Et ça va dans un contexte qui est contre-intuitif en l'occurrence. Donc, c'est super intéressant de lire le papier si c'est des choses qui vous intéressent. Le sandbox, il y a un papier d'études sur les sandbox pour le code en AI. Très intéressant parce qu'on voit à quel point ça a des accès, ça a des limites ou ce que ça permet. Donc, si vous êtes dans cet univers-là, allez voir parce que vous allez peut-être certains sandbox voir la capacité ou l'incapacité de ces sandbox à faire quelque chose. La façon d'entraîner les modèles pour la détection dans de la lecture de journaux, c'est très intéressant parce qu'on va y trouver justement une façon assez simple de réussir à entraîner le modèle pour lui faire reconnaître des logs malicieux. SecureClaw, une façon de sécuriser justement ou d'amener, c'est un peu sur le modèle de confiance des trois aspects là, de confiance qu'on a sur les modèles. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Très intéressant de le voir étudier vraiment dans un contexte d'agent, donc de pouvoir ça descendre et de commencer à mettre des balises cohérentes pour que ces agents-là commencent à devenir intéressants pour de vrai et d'arrêter d'être un risque. Dans l'annonce du WWDC de Apple, il y a une feature qui va permettre à Apple sur ses plateformes avec l'intelligence artificielle d'échanger nos mots de passe qui sont vulnérables et de les mettre à jour dans l'application Password. Pour ça un peu particulier, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Il y a beaucoup de risques déjà anticipés comme ça. C'est une annonce marketing, donc on verra quand les premières versions sont dans les mains des personnes qui vont expérimenter, voir à quel point ça se fait et si ça se rend jusqu'au bout de la version finale qui est après ça. Mais bref, on verra. 206 CVE qui sont sortis, donc effectivement, l'intelligence artificielle est très présente dans cet espace-là d'augmentation des vulnérabilités, donc ça va continuer comme ça. Vers informatique qui résonne seul, donc on commence à avoir des cas réels, en laboratoire, en tout cas des cas étudiés en laboratoire, d'usage de AI, d'attaque qui se fait dans des réseaux. Fait que c'est très intéressant de voir ça. Fait qu'on risque de voir apparaître ça chez les attaquants pour de vrai. Quoique j'ai commencé à voir certains éléments qui s'y rapprochent, mais pas des choses qui sont aussi raffinées que ce que ces trois universités-là ont réussi à mettre en œuvre pour explorer l'automatisation des verres informatiques. Et c'est assez épeurant en termes de capacité parce que quasiment tout cassé le réseau, s'est propagé, il était capable d'attaquer sur des machines qui étaient mais des vulnérabilités qui n'étaient pas connues au moment de son entraînement. Fait que, bref, c'est à la fois très épeurant et très intéressant. Et ce qui nous ramène qu'il faut couvrir la base, puis je pense que c'est ça qui va nous être le plus important dans les prochains mois, c'est vraiment de couvrir la base. Mais Mitos nous a déjà mis dans cette direction-là, ces agents-là aussi. La Chine a essayé de rouler des bots pour activer le débat sur les data centers aux États-Unis. Selon l'article, ça n'a pas très bien fonctionné, mais ça voit à quel point les acteurs malicieux vont commencer de mettre des informations, utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour accélérer leur tentative de troubles sociaux. Bref, c'est comme ça. Est-ce que les modèles frontières à l'LM sont prêts pour la cybersécurité? La réponse de l'article du papier de recherche, la réponse est non. Parce que le niveau d'efficacité, il est très, très bas selon ce qu'ils ont analysé. C'est un papier de recherche, c'est des données synthétiques, mais c'est très intéressant de voir à quel point on n'est pas tout à fait là et qu'on se fait vendre encore de l'autre côté, que ça va révolutionner le monde. Donc, on est dans un monde de dichotomie très importante. La façon de bypasser, contourner les guardrails qui sont dans les modèles AI, essentiellement, c'est tout le modèle en entrée, parce qu'on est toujours filtré en entrée. C'est vraiment de forcer très fort et d'y aller sur une surcharge. Est-ce qu'il n'est pas capable de suivre? Essentiellement, c'est un peu ça, aller lire le papier pour aller plus profondément. Analyse dans les applications iOS sur le fait de fuite des clés API de LLM. C'est assez désastreux parce que les tokens GWT circulent.
Des fois, ça passe en clair ou des fois, il y a littéralement des proxys qui sont utilisés dans lesquels les informations sont aussi passées en clair. Fait que ça peut être atroce à quel point les pratiques de développement sécuritaire ont littéralement disparu depuis le vibe coding. Dernière nouvelle de cette section-là, au Pontoon à Berlin 2026, article de Trent McClure, très intéressant. Il amène deux facettes. Autant d'un côté, les modèles LLM se sont fait attaquer. Et les façons, pas les modèles en tant que le modèle frontière, mais les implantations qui sont diverses. Fait qu'il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été démontrées à quel point ces modèles-là ne sont pas super fiables. Ben, modèles-là. Les implantations et les déploiements comme LLAMA, LM Studio et ainsi de suite, plus dans cet univers-là est très problématique. De l'autre côté, de l'autre facette, c'était que l'usage du LLM pour casser. D'ailleurs, ça fait penser que je vais potentiellement enregistrer des épisodes là-dessus avec des gens qui ont soit participé et des gens qui ont constitué des défis et comment ils vivent l'arrivée du LLM. Mais bref, dans ce cas-ci, elles disent qu'essentiellement, c'est pas très fort comme chose. Ça crée beaucoup de vulnérabilité. En tout cas, bref, c'est beaucoup de faux positifs qui sortent de l'usage dans leur cas. Bref, section suivante, la guerre. L'Iran, même si la Syrie est en train de signer un cessez-le-feu, ce qui est en reste encore à prouver au moment où j'enregistre, mais bon, il semblerait que ça fonctionne. Les hackers n'ont pas arrêté. C'est un signe aussi, une transformation de l'univers. Avant, il y a toujours eu des attaques. Mais c'est encore pire que pire, puisqu'on est dans un univers où on n'a plus les scrupules qu'on avait à une certaine époque, donc on le fait en plein jour maintenant. Fait que même si la guerre en tant que telle est terminée, les hackers, les méchants hackers, continuent à œuvrer pour le compte de l'Iran, en l'occurrence, mais comme les autres pays le font aussi d'ailleurs. Donc, c'est en ce sens-là. L'article plaide pour rajouter ça dans la Convention de Genève. Fait que ça va d'avoir comment la transformation, puis je pense pas qu'on est dans un univers qui est très positif par rapport à ce genre de choses-là. Fait que voyons. L'autre article, c'est comment tout l'élément de deterrence du nucléaire, tout l'équilibre nucléaire qui avait été créé notamment pendant la guerre froide est en train de complètement s'effondrer à l'heure actuelle sur la base que les guerres récentes ont démontré clairement que ça n'a plus d'effet, que les grandes puissances qui ont du nucléaire ne sont pas capables de rien faire essentiellement par rapport à ça, ne l'utilisent pas. Et c'est un rappel aussi que c'est des armes ou des stratégies qui sont problématiques au sens où c'est des armes plus défensives et non des armes offensives. Ça nous place dans un contexte très particulier en termes d'usage de ceux-ci. Et donc, il y a un regard différent. Et en même temps, lors de la guerre, pas au sens du livre, mais au sens où comment ça se fait sur le terrain, a beaucoup changé avec la guerre en Ukraine notamment, où on est et en Iran aussi encore plus, où il y a une asymétrie très grande entre les forces. Et c'est plus parce qu'on a du nucléaire qu'on va ne pas se faire attaquer. L'Ukraine le démontre très bien. Et la façon que l'Iran emmerde les Américains, si on veut, essentiellement, est un autre bel exemple de la symétrie qui est dans la guerre et comme on le voit en numérique aussi, puis je l'aime beaucoup. Je ne m'y connais pas tant que ça, c'est pas mon domaine principal, mais je m'y intéresse beaucoup parce que ça se réplique beaucoup en cyber par après, ces éléments-là. Donc, on est dans un élément de transformation de façon que la guerre se fait, que les éléments de dissuasion comme l'était le nucléaire ont plus la même efficacité. Donc, c'est plus la force suprême qui va être l'efficacité, mais plus la capacité de nuire à grand volume, si on veut. Fait que les agents AI vont probablement répliquer cet élément-là. Bon, bref, ça sera à voir. Allez lire l'article est super intéressant, comment l'évolution du ça. Bref. Section suivante, souveraineté. C'est un peu plus lourd cette semaine. Essentiellement un article qui dit que la souveraineté est un élément important, surtout en Europe, depuis que semblerait que les Américains auraient lu les courriels de Néerlandais. Et essentiellement, l'article ne dit pas que ça a été confirmé, c'est alleged. Donc, en termes de Canada, c'est supposé. Fait que là, je ne sais pas par quelle mécanique ça s'est fait, c'est quoi les choses. C'est pas clair comment c'est. On est dans un contexte où on fait peur. Oui, effectivement, pour descendre en souveraineté numérique, oui, la capacité des Américains d'aller lire est grande, mais en même temps, l'histoire nous montre que les compagnies n'ont pas intérêt à ce que ça se sache, comme dans le cas qui est mentionné là.
puisque c'est contre leur modèle d'affaires. Fait que l'incitatif financier pour ces compagnies comme Microsoft n'est pas de permettre au gouvernement américain un open bar sur l'information parce que son modèle est sur la base que les gens ont confiance de stocker les données dans ces data centers et qu'ils soient protégés adéquatement. Donc, il y a comme une confrontation, ces deux notions-là dans le cœur. Mais au-delà de ça, il y a des lois et on verra plus loin, il y a d'autres éléments très importants par rapport à ça. Ce qui fait aussi, signe aussi que tout le volet européen est en train de basculer vers l'open source. Les Européens sont beaucoup plus disposés à aller dans l'open source que les Canadiens, notamment, de par l'élément dans lequel ça vit dans leur univers depuis beaucoup plus longtemps. Bref, ils sont en train de le faire, puis c'est une bonne chose aussi de l'affirmation. Et à quel point ces éléments-là sont très intéressants. Le EuroOffice 1.0, et en même temps, ça amène des chicanes sur le fait qu'ils sont compatibles avec le modèle Microsoft XML, et ainsi de suite, là, je chicane un peu sur le fait est-ce que c'est vrai du vrai souverain, et ainsi de suite. Bon, c'est très intéressant de voir cette réflexion-là. Et toute la palette de couleurs que la souveraineté numérique peut représenter. Infineon met un centre de construction de microprocesseurs en Allemagne, ce qui est une très bonne chose d'avoir des éléments de construction à l'extérieur. Et c'est très important puisque si on considère que la vaste majorité des processeurs sont en Taïwan, on a un point critique dans la chaîne d'approvisionnement. Même au-delà de la souveraineté dite européenne, la capacité de distribuer ça à travers le monde est une très, très, très bonne chose, somme toute. C'est pour un plus en termes de souveraineté, je suis plus d'accord de répartir les risques un peu partout que de faire affaire avec un seul entité. Donc, en l'occurrence, pour moi, le vrai problème américain, c'est juste qu'on fait tout, on fait affaire qu'avec les Américains, on n'a pas de solution alternative probante ou des alternatives qui sont en derrière, à l'extérieur. Si on est dans un contexte où on est capable d'avoir plusieurs solutions alternatives, ça devient beaucoup plus intéressant à ce moment-là et l'aspect de souveraineté est plus souple et plus malléable, si on veut, dans ce contexte-là. Papier sur la souveraineté de l'IA, le fait que ça devienne une compétence stratégique, une connaissance stratégique, ça revient un peu à ce qui était mentionné dans la section d'intelligence artificielle, parce que je suis en train de ramener ça dans les autres maintenant, un peu moins de IA sur le fait que Fable a été coupé. C'est un bel exemple. Mais à ce moment-là, c'est de voir comment on peut avoir des modèles qui sont dans des data centers canadiens à ce moment-là. Dans le même axe, le Canada a déclaré le fait que l'intelligence artificielle est un élément stratégique dans sa réflexion. Donc, dès lors, on va investir comme ça, c'est de voir comment on va y arriver. Mais bon, bref, c'est très, 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 très pertinent. Une publication de Kevin Beaumont sur Mastodon sur le fait que ça fait 3 ans qu'il essaie de convaincre le gouvernement britannique d'aller sur Mastodon. L'article, la publication a amené à des personnes de réagir où d'autres pays ont déjà commencé à basculer certaines de leurs publications sur Mastodon, dont la France, qui a un serveur Mastodon national pour le gouvernement français. Je trouve ça super intéressant. C'est pas très, très volumineux comme contenu, mais quand même, c'est très intéressant de voir qu'il y a ça en France, il y a ça dans d'autres pays européens aussi. Là, vous allez voir le lien en question, mais je trouve ça très intéressant. Et bon, j'allais m'abonner à un compte sur le chose français. J'ai juste trouvé ça un peu malheureux que ça soit quand même assez faible. Ce qui était pertinent pour moi, c'est celui de la CNIL. J'aimerais ça voir l'ANSSI sur ce genre de plateforme-là. J'aimerais ça voir d'autres agences françaises pour porter d'avant vers cet élément-là et d'entamer cette espèce de mouvement de remplacement-là de vraiment de l'autonomie, si on parle de souveraineté, n'est-ce pas? D'aller d'affirmations comme ça, puis de voir que aussi le Canada et le Québec devraient aller dans cette direction-là aussi, d'avoir des serveurs qui sont administrés par le gouvernement pour toutes les personnes qui travaillent au gouvernement essentiellement. Et dans cet espace-là, je trouve ça super pertinent, super intéressant de voir ça se faire. Bref, j'ai fait mon pas, puis allez vous abonner aux comptes français qui sont pertinents pour vous. Je mettrai ça dans les show notes. Blockamos, une petite étude sur le fait de comment le transfert de filtrage des grands filtres de la Russie, de la Chine et de l'Iran sont contournés. C'est très intéressant de voir comment le papier, comment ils ont bougé, comment ça s'est déplacé. Allez lire le papier si c'est des choses qui vous intéressent, ce genre de choses-là. Section suivante, privacy. Première nouvelle, en tout cas, c'est une nouvelle sur Teachup
qui est la structure de messagerie interne du gouvernement français, qui est essentiellement l'espèce de Teams interne ou de Slack interne, qui est souverain tout. Le problème de celui-ci, c'est que 73 000 comptes ont fuité, quelqu'un est rentré et a volé énormément d'informations à l'intérieur de cette messagerie-là interne au gouvernement. Il n'a pas cassé le service, il a volé un compte, il est rentré dedans et la sécurité à l'intérieur de ça était un peu faible, si on peut dire, dans quelque sorte, ce qui a permis à la personne d'extraire énormément d'informations, selon ce qui est mentionné. Il n'y a pas de communication officielle de l'ANSI notamment, donc au-delà du fait des prétentions, on ne peut pas aller plus loin, mais il semblerait que ce qui est sur le dark web confirme ce genre de choses. Ça. De l'autre côté, il y a un autre article aussi qui ramène de l'autre côté que c'est une démonstration de l'importance du chiffrement et met en lumière le fait qu'on ne peut pas avoir des portes dérobées dans des systèmes parce que ça va amener à des fuites de données très importantes. Il utilise l'exemple de Tisha pour faire valoir son point, ce qui n'est pas faux. Au sens où s'il y avait une clé maître pour tout système chiffré, comme dont celui-ci en fait partie comme les autres, ben, il s'agit de voler la clé maître et on vole tout le système. Dans le cas-ci, ben, on a volé un compte, on a volé énormément d'informations juste avec un compte qui a été volé. Donc, on est dans un contexte comme ça, il faut faire très attention. Puis je pense que c'est une incompréhension des législateurs. Et je reviens toujours à ça, c'est de voir une incompréhension des effets de barre que ça peut avoir de voir des clés maîtres et les effets que ça aurait sur eux. Ben, je pense qu'il y a une bonne dose d'éducation qu'on doit donner, qu'on doit faire, qu'on doit s'assurer que nos élus comprennent vraiment les conséquences de faire ce genre de choses. Et je pense qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait. Puis moi, je suis vraiment convaincu que c'est vraiment une incompréhension de la technologie qui les amène à avoir ce genre de réflexion-là qui ne peut pas exister dans le monde virtuel parce que ça a des impacts qui sont énormes. Et c'est pas sans rappeler que les Américains, avec leurs grands aspirateurs de communication, se sont fait attaquer par les Chinois, puis les Chinois ont réussi à drainer toute l'information des Américains qui étaient surveillés à travers ces mécaniques-là. Donc, si on est capable d'avoir des points de surveillance majeurs, bien, c'est sûr qu'on va attirer l'intérêt des attaquants-là et le temps nous démontre qu'ils sont fait toujours attaquer. Bref, ça met en garde le gouvernement britannique justement de détection de photos nues, machin. On revient toujours sur ces éléments-là de volonté, de bienveillance puritaine. C'est très britannique, cette approche-là. Et d'aller vers ça, de vouloir contrôler ce que les gens font. Je comprends que c'est nécessaire de protéger les enfants, mais je ne crois pas que c'est le bon véhicule pour y arriver. On n'est pas à la bonne place. Je ne sais pas. Par ailleurs, j'ai pas de solution non plus. Là. C'est pas. Je préfère. C'est pas de solution à une mauvaise solution, mais bon, bref, c'est un cas comme ça. Mettant retiré les éléments de reconnaissance faciale qui avaient des salinettes quand ça a été rapporté, clairement, ils sont fait pincer à vouloir mettre quelque chose, puis ça a créé d'un tollé, donc les gens n'aiment pas. C'est bien parce que le grand public est de moins en moins tolérant face à ces éléments de surveillance qu'on inclut dans les technologies. Fait que je trouve ça quand même bien que ça commence à s'affirmer, que le mouvement de fond se fasse et que, bon, que la population en général s'exprime par rapport à ça. Le FCC veut bloquer les burner phones. Ça, je trouve ça un peu partiel. On est encore dans un contexte qu'on veut suivre, mais en même temps, dans la plupart des pays, c'est déjà le cas. Fait qu'est-ce que c'est un effritement tranquille de la liberté américaine, en l'occurrence. Flock a laissé fuiter des recherches de policiers dans DuckDuckGo et Bing. C'est très drôle de voir ce fiasco-là de Flock. Clairement, sont en maîtrise de pas grand-chose. L'article était intéressant au sens où tu sais, une espèce de boilerplate qui a été envoyé de la part, disant non, faites très attention, c'est pas supposé. Mais bon, bref, 404 a quand même vérifié, puis il semble que ça marche. Dernier article de ce côté-là, c'est avec l'annonce du WWDC de Apple, avec le changement de cap sur Apple Intelligence, Siri AI et tout ça, en tout cas, bref, tout ce qui a été Urban. C'est essentiellement, ils ont mis en arrière de ça Gemini et ont déplacé une partie du Secure Compute ou du Private Cloud Compute que Apple nomme chez Google et explique comment cela se matérialise pour maintenir la promesse de protection d'informations qui est dans le data center d'Apple, maintenant l'équivalent chez Google. Technologiquement, je ne suis pas inquiet qu'avec les technologies de Google, ils peuvent le faire, mais allez lire l'article, c'est très intéressant ce cas-là. Section sur la loi, le FISA ne sera pas renouvelé, n'est pas été renouvelé au moment où on se parle. Ce qui fait parce que le Congrès est en désaccord avec la personne que le président américain a nommée
à la tête en tout cas, bref, de d'une agence. Je n'ai pas mémorisé le nom de l'agence, mais bref, parce qu'il croyait qu'il y avait un risque, fait que la loi a échu. Essentiellement, par ailleurs, c'est pas dire que la loi échue qu'elle cesse de fonctionner. C'est une loi qui demandait une autorisation annuelle, donc celle-ci est valide jusqu'en 2027, cette autorisation-là. Par ailleurs, les articles sont très intéressants parce qu'ils disent que FISA est une petite loi par rapport à d'autres capacités américaines à aller récolter des signaux d'intelligence à travers le monde, notamment l'ordre exécutif 12333 qui est aussi très puissant et le Cloud Act qui sert comme un épouvantail, que laquelle j'ai vu aucune confirmation publique de son utilisation, mais quand même qui existe aussi dans l'arsenal. Donc, même si le FISA n'est plus, il y a d'autres capacités américaines pour aller écouter. Et selon un des articles, l'ordre exécutif 12333 est beaucoup plus puissant que le FISA 702 pour réussir à aller écouter ou aller ramasser des signaux à l'étranger. Bref, il y a ces aspects-là qui sont très intéressants, mais ça n'empêche pas la capacité américaine de spinner. Mais de voir que le Congrès commence à s'opposer un peu à la façon un peu négligente de Trump de gérer, c'est très intéressant parce que ça ramène un peu le bon sens dans ça, puis c'est une très, très bonne chose. Bref, WhatsApp vient de faire un- une bref, WhatsApp a trouvé que NSO n'avait pas respecté l'ordre de la Cour, donc amène ça pour que ça se fasse suivre, donc l'espionnage. Euh, une chicane entre l'Europe et l'Europe. Les côtés réglementaires de l'Europe et Apple, où Apple voulait avoir une exception pour Siri AI et pas d'exception. Apple met ça sur le dos de l'Europe. L'Europe dit non, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'Apple ne veut pas collaborer. C'est très intéressant de voir parce que je sais que les lois dans lesquelles Apple chigne, et donc il y a certains aspects de ces technologies qui ne sont pas mises à disposition des Européens, euh, obligent une certaine ouverture de ces technologies à d'autres choses. Donc, c'est de voir qu'ils ne sont pas toujours nécessairement favorables à ça. Mais j'en connais pas plus. J'ai pas plus fouillé davantage à part des chicanes de mots. C'est pas ta faute, c'est ma faute, ainsi de suite. Bon, bref, je peux aller voir plus loin que ça. Ce serait intéressant de voir. Probablement que ça va se bouger dans les prochaines semaines, prochains mois, puisque la quantité de systèmes Apple qui ne sont pas accessibles en Europe, ça va commencer à être très, très forte. Donc, on va commencer à avoir des effets réels sur la capacité de tout ça. Mais bref, c'est des stratégies commerciales d'Apple. Ottawa vient de sortir la loi, le C-34, pour protéger les jeunes de moins de 16 ans des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. C'est une loi qui est très complexe. Je n'ai pas lu la loi. Les premiers articles, ceux que j'ai mis là, mais c'est pas exclusivement, il y en a d'autres que j'ai pas eu le temps de lire, sont assez critiques sur certains aspects. D'autres disent qu'il y a certains aspects de la loi qui sont attendus depuis très longtemps. Fait que de voir comment ça va se faire, comment ça va s'étudier et comment la loi va se raffiner, ça va être intéressant. Je vais aller la lire. Je pourrais en parler de façon plus intelligente dans les prochaines semaines. Et je me suis rendu compte aussi, puis si je fais référence à l'introduction de cet épisode où je parle de mon workflow, j'ai constaté que j'ai certaines sources de nouvelles que je vais devoir acheter dans mon feed courant qui, justement, sont beaucoup plus intéressantes et pertinentes par rapport à l'analyse de ce genre de choses. Bref, c'est une loi qui est nécessaire, qui s'aligne avec les autres, mais qui a encore certains éléments imparfaits à l'intérieur de celle-ci. Et le blocage, même sur le titre de la nouvelle, c'est blocage pour les enfants à moins de 16 ans. C'est un petit aspect de la loi, c'est vraiment très mineur sur l'ensemble de ce que c'est. Il y a beaucoup d'autres éléments très intéressants, notamment sur les chatbots qui sont à l'intérieur, justement dans le cas de la tuerie qu'il y a eu au BC. Bref, dans tout ça, c'est très intéressant. C'est un retour peut-être plus favorable, mais on verra. Meilleure étude. J'essaie de voir si je peux pas avoir un avocat qui pourra venir m'en parler de façon plus approfondie que je serais capable de faire. Grok a toujours des images sexuelles de femmes. Je trouve ça très décevant, le peu d'action. Mais en même temps, en contrepartie, les États-Unis, la France, l'Italie ont réussi à débrancher des sites qui diffusaient ce genre de choses-là. Fait qu'en même temps, il y a des actions qui sont prises par les autorités basées sur la loi américaine. Clairement, c'est pas les lois européennes qui ont effet, mais c'est vraiment les lois américaines qui ont réussi à faire ça. Donc, c'est très important qu'on commence à être de plus en plus fort là-dessus et qu'on rappelle nos valeurs et à quel point c'est inacceptable, ce genre de choses-là. Section rouge, le couchement de l'éclipse, Nightmare Eclipse.
Il y a eu encore la chaîne continue, d'autres 0D ont sorti avec un peu moins de capacité, notamment Great XML a moins de capacité, mais encore Microsoft va patcher une partie, mais pas la totalité encore. Donc, tout ce dialogue est très peu positif d'un point de vue d'une position de défenseur de Blue Team comme je suis. Je trouve ça plate, cette chicane-là, parce que ça l'amène pas du positif. On a des 0D qui sont diffusés et qui amènent à des changements assez importants dans ce que je dois faire, bref, ce qui doit être fait. Fait que c'est un peu moche tout ça. L'architecture d'Internet crée le risque pour la démocratie, elle amène la polarisation, tout ça. Plusieurs études ont démontré que les médias sociaux, que ces aspects-là, allez lire le papier qui est quand même assez complet. Mais c'est très préoccupant. Je reviens souvent à ces sujets-là avec Cybercitoyen. Donc, allez voir, c'est un élément très important. GitHub débranche plus que 70 repos parce qu'il était infecté. Essentiellement, c'est des programmeurs qui ont été infectés par les supply chains, comme on a déjà discuté, notamment avec François Proulx, et ça a descendu. Donc, ils ont infecté des repos conséquemment. L'analyse de LTE dans les autos connectés, notamment dans le cas de Tesla qui a été utilisé, a été analysée. Beaucoup de dynamité potentielle, beaucoup de capacité à attaquer les systèmes et envoyer du contenu. C'est un peu dommage. File Linux, un seul caractère et nous permet d'obtenir route. Fait qu'on trouve de plus en plus de cas où Linux se fait taper dessus. Je pense que l'intelligence artificielle va bousculer beaucoup de choses. Puis ça va être une passe un peu chaotique probablement jusqu'en 2027 pour après avoir un système d'exploitation qui va être beaucoup plus robuste, d'avoir été brassé dans les dernières années. Dans la nouvelle cette section-là, Arch Linux a été attaqué justement le même cas que les repos. Un développeur a été attaqué et a remonté du code malicieux dans 1500 packages, semblerait. Donc, il aurait été attaqué. On est toujours dans des codes de supply chain, c'est assez moche. La section bleue, sur le passkey, un petit article sur qu'est-ce que les experts pensent du passkey. Oui, passkey, c'est une amélioration. Ça l'amène ailleurs. Par ailleurs, si on est capable d'accéder au téléphone avec un PIN très facile à trouver, bien, en ce moment, on vient de diminuer la capacité. Donc, bref, c'est un équilibre, mais le passkey est vraiment une avancée qui est importante de l'article relève ça. Signal, des anciens développeurs de Signal, notamment de Microsoft, et pas des anciens de Microsoft, mais Microsoft Research, les cryptographes de Microsoft et des anciens de Signal ont développé le Encrypted Spaces, qui est un système de collaboration à la Slack, de chiffrement bout en bout à la Signal. Donc, c'est très intéressant de voir ces papiers de recherche-là qui amènent une capacité de chiffrement bout en bout. Et c'est en contraire, si on regarde ce que l'Europe ou Bruxelles voulait faire au niveau de chat control, de vouloir casser le chiffrement. Donc, ça, puis le Canada aussi, on est un peu dans cet espace-là de vouloir casser. Fait que j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont faire prendre conscience à nos législateurs que c'est une mauvaise idée, mais de voir de la recherche dans ce sens-là, d'une capacité de chiffrement bout en bout sur des espaces de collaboration à la Slack, c'est super intéressant, c'est super emballant. Très, très, très beau projet. CISA change ses requis pour la correction des vulnérabilités, l'essentiel à 3 jours, tout ce qui est dans le KEV, ainsi de suite. Fait que vulnérabilité, ainsi de suite. Donc, ça vient bâtir. Au Québec, on a un processus comme ça. J'imagine qu'un processus similaire en France avec des délais. Donc, dans ce cas-ci, comme les délais se raccourcissent, c'est la justification de réduire les délais. C'est essentiellement à cause du AI qui réduit lui-même les délais entre la disponibilité d'un correctif et les attaques qui sont largement utilisées. Dans la section sur divers, 3 petites nouvelles. La première, c'est, j'avais fait référence la semaine dernière sur le fait que Yoti, ou je ne me rappelle même pas si j'avais dit que c'était Yoti, mais bref, que les utilisateurs de graphène OS se faisaient dénoncer. C'était par Yoti. Il semblerait qu'il y a une mésentente. C'est encore obscur, mais Yoti dit qu'ils ne font pas de déclaration de cette nature-là, donc il y a comme un embrouillot. Mais comme la nouvelle la semaine passée, j'avais lu, était obscure, celle-ci l'est tout autant. Donc, il y a un petit pour ça. Fait que si je revois d'autres choses passer en ce sens-là, c'est sûr que je vais faire un suivi. Carbon partage des listes de cybercriminels téléchargés. Ben, pas lui qui partage, mais partage le site qui le fait. C'est intéressant. Par contre, il n'y a pas d'analyse autour. C'est des gens qui sont fâchés sur le fait que c'est très, très cher de payer des threat intelligence. Donc, soumettre ce genre d'informations-là, mais en même temps, ne fait pas d'analyse conséquente. Donc, bref, dans la nouvelle, quand on ne peut pas arrêter un signal, on l'empoisonne. C'est essentiellement sur la base de la publicité.
C'est une application sur Android qui permet justement d'envoyer des fausses informations à toute la capacité de ramasser les informations qui identifient les personnes. Donc, de brouiller les pistes, de mettre du bruit là-dedans et donc de réduire ce genre de choses-là. Bon, bref, ça fait le tour des nouvelles cette semaine. Je ne sais pas combien de temps ça a duré puisque je n'ai pas de compteur devant moi. Je suis dans un contexte très différent de ce que je fais d'habitude. Je suis à l'extérieur, il y a peut-être du vent, il y a peut-être du bruit. J'ai aucune idée de la qualité qui va ressortir de ça. Bref, je vous remercie d'avoir été patient si la qualité n'est pas à la hauteur. Sinon, ça va devenir mon moyen plus permanent. Puis ça va me permettre de tester aussi à quel point le fait d'être à l'extérieur dans un contexte un peu potentiellement bruyant peut se matérialiser dans l'enregistrement du podcast et jusqu'à quel point ça peut être tolérable. Bref, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. Sur le prochain podcast, je peux déjà vous annoncer que le prochain de l'actualité va être enregistré dans des conditions similaires à celle-ci. Donc, j'espère, si c'est pas très bon, que j'espère m'améliorer pour la prochaine fois. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine.